Bonjour à tous, Teddy Baldassari ici. Joe Kirk, heureux de vous revoir comme toujours. Ravi de vous voir, merci de m'accueillir. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est un sujet dont nous n'avons en fait jamais parlé auparavant. Nous avons abordé tous les différents sujets, j'ai l'impression, autour de Grande Seiko, mais il y a un domaine que nous avons négligé, et c'est le 9F. Donc une chose à laquelle je pense que les gens pensent quand ils parlent du 9F, c'est qu'ils le voient comme une porte d'entrée. Mais c'est probablement sous-estimer le 9F. Oui, c'est la porte d'entrée, mais il y a énormément de choses derrière la technologie du 9F. En observant de nombreuses autres avancées de Grande Seiko, on retrouve des éléments clés initialement introduits avec le 9F ayant permis le fonctionnement de l'UFA. Et il y a tellement de choses ici que je pense que vous pouvez apprécier, au-delà du simple fait que ce soit une porte d'entrée pour la marque. Donc, je vais commencer par une question très délicate. Pourquoi le 9F est-il différent lorsqu'on parle de la technologie à quartz? Je veux dire, il y a beaucoup de réponses à vous donner à ce sujet. J'ai dit que c'était une question chargée. Oui, bien sûr. Donc, vous savez, je pense que si vous regardez l'histoire du quartz, et surtout chez Suez Ecocha, quand ils ont fabriqué la première montre bracelet à quartz vendue dans le monde, l'Astron, n'est-ce pas? L'idée était assez simple et directe, vous savez, assurer une mesure du temps aussi précise que possible. Et vous savez, elle utilisait une pile comme source d'énergie au lieu d'un ressort moteur d'une montre mécanique. Donc, comment rendre cela économe en énergie, n'est-ce pas? Parce que la consommation de piles était très élevée à cette époque, en 1969 et durant les années 70. Donc, l'efficacité énergétique est l'une des grandes clés du succès. Mais lorsqu'ils ont créé le 9F en 1993, je pense qu'ils avaient un objectif simple en tête. C'est, vous savez, de créer quelque chose qui puisse durer, qui soit construit et conçu de manière solide. Plus comme une montre mécanique qu'une montre à quartz classique, tout en profitant de tous les avantages, absolument tous les avantages que l'on peut imaginer du quartz également. Donc, si je devais résumer le 9F, je dirais simplement que notre objectif était de créer le quartz qui surpasse le quartz, n'est-ce pas? Nous voulions créer un quartz qui puisse être transmis à la génération suivante. Quelque chose qui ne soit pas jetable, mais réellement révisable et conçu pour durer, tout en étant aussi ultra précis. J'entends souvent dire, et nous le répétons entre passionnés de Grand Seiko, que nous récoltons nous-mêmes nos cristaux de quartz Grand Seiko. Alors, pourrions-nous lever un peu le voile et décrire un peu plus ce processus? Parce qu'on entend toujours cela comme un concept expliquant pourquoi le 9F est différent et, en réalité, pourquoi Grand Seiko est différent. Mais comment cela se fait-il réellement et quelles sont les étapes de ce processus? Oui, avec le cristal de quartz, nous avons notre forêt de quartz où nous faisons pousser nos cristaux. Ce sont essentiellement des autoclaves, de grandes tours enterrées, très chaudes et à température élevée. Et ça commence comme une fine feuille qu'ils appellent un cristal germe, puis ça devient ce gros bloc qui fait probablement la longueur de mon avant-bras. Wow, oui. Ce bloc est ensuite découpé, puis tous les oscillateurs à quartz sont finalement taillés en forme de diapason. Donc, le procédé est similaire à celui d'un diamant synthétique. Et la raison de faire cela, c'est que vous éliminez toutes les impuretés qu'on aurait en extrayant le quartz, n'est-ce pas? Vous élimineriez les impuretés en récoltant, vous savez, des oscillateurs à quartz synthétiques cultivés en interne. Donc, c'est un point assez important. C'est, vous savez, souvent mentionné par nos clients et les fans de la marque. Je n'arrive pas à croire que vous cultivez votre propre quartz en interne. Et c'est assez remarquable pour moi aussi. Et puis, pour s'assurer qu'il oscillera à une fréquence aussi élevée pour un cristal de quartz, je veux dire, on parle de plus de 32 000 fois par seconde. Alors, comment vous assurez-vous qu'il va maintenir sa précision? Parce qu'on parle d'une précision de 10 secondes par an. Un mouvement à quartz classique, 15 secondes par mois, c'est déjà impressionnant. Mais ici, c'est 10 secondes par an. Oui, de nombreuses étapes de contrôle qualité sont prévues, à commencer par l'examen visuel des blocs de quartz eux-mêmes. Et puis, une fois qu'ils sont découpés en forme de diapason, nous les testons à différentes températures. En fait, nous les faisons vieillir artificiellement pendant 90 jours. Donc, en gros, 3 mois dans un environnement contrôlé pour garantir la stabilité et la précision. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur le quartz. Ils ne pensent pas à l'oscillateur à quartz, mais à la pile, ce qui rend la montre jetable et bas de gamme. Ainsi, le quartz est parfois stigmatisé, n'est-ce pas? C'est mal vu à cause de son côté jetable, contrairement à une montre mécanique qui se transmet de génération en génération. Comme je l'ai mentionné, notre objectif avec la 9F est d'être à l'opposé de cela. Nous voulons nous assurer que la qualité de notre oscillateur dépasse la norme, n'est-ce pas? Mais en réalité, l'oscillateur, c'est le quartz. Le balancier
et l'oscillateur dans une montre mécanique. Donc, on ne peut comparer un véritable cristal de quartz qu'à un balancier en termes de mesure du temps. Le balancier fonctionne à environ 4 Hz, n'est-ce pas? Oui, 4 oscillations complètes en 1 seconde, alors qu'un oscillateur à quartz est à 32 768 Hz. Et donc, autant d'oscillations en 1 seconde, c'est la raison de cette ultra haute précision, n'est-ce pas? Il y a moins de marge d'erreur, disons. Et donc, l'oscillateur à quartz peut voir sa précision dériver avec le temps. Donc, vous savez, on veut s'assurer que lorsque vous achetez un 9F, il soit stable dès la sortie de la boîte. C'est pour cela que nous faisons ce processus de vieillissement de 90 jours. Il est très important d'assurer une grande stabilité de l'oscillateur à quartz. En gros, si vous achetiez un oscillateur à quartz classique directement sorti de la boîte, sans vieillissement, peut-être que pendant la première ou la deuxième année, vous pourriez constater des changements ou des écarts de précision par rapport aux années précédentes de possession. Et nous ne voulons pas que cela arrive. Nous réalisons ce vieillissement artificiel. Ensuite, nous testons à différentes températures pour nous assurer que l'oscillateur reste stable à toutes les températures. Et nous sélectionnons spécialement les cristaux en fonction de leur réaction à la température. Ils sont sélectionnés à la main? C'est à l'œil nu, au microscope? Ou comment? Je veux dire, comment ça se fait? Il s'agit surtout d'observer les données et la réaction à la température réelle lors du test. Donc, lorsque vous testez à différentes températures, vous pouvez voir la réaction de l'oscillateur. Et ensuite, vous pouvez déterminer si cela tombe naturellement dans la bonne plage, alors il est spécialement sélectionné. Nous avons aussi ce que nous appelons la compensation thermique ou de température. L'horlogerie à quartz traditionnelle utilise généralement ce taux pour les montres à quartz. Oui, bien sûr. Elle a un effet piézoélectrique, vibre à ce rythme et fonctionne avec ce circuit intégré pour obtenir cette précision. Mais vous avez cette compensation de température qui semble être l'autre avancée permettant d'atteindre ce niveau de précision. L'un des défis est de maintenir, malgré la variation, une précision de 10 secondes par an, ce qui explique l'intérêt des mouvements à quartz de haute précision ou à fréquence plus élevée, tout en gardant le rythme traditionnel. La compensation de température est-elle vraiment l'innovation clé? Vous ne modifiez pas la fréquence de l'oscillateur, mais vous ajustez pour garantir qu'il reçoive correctement le signal du circuit intégré. Oui, exactement. Donc, ce que nous faisons avec le 9F pour garantir une grande stabilité malgré les variations de température, c'est que pendant le processus de test, nous déterminons la réaction du quartz, vous savez, face aux différentes températures. Et nous l'associons à un circuit intégré, ultra basse consommation, qui sait comment ce cristal individuel réagit à la température et qui est programmé pour le compenser en conséquence. Donc, chaque cristal individuel a son propre circuit intégré, programmé spécifiquement pour s'associer parfaitement à cette montre. Pour garantir cela, 540 fois par jour ou toutes les 2 minutes environ, il détecte la température et compense si nécessaire. J'aurais aussi une autre question. Plus tôt cette année, en discutant de l'UF1, vous avez évoqué ce dispositif de réglage. Ce qui m'a surtout intéressé, c'était d'apprendre comment les mouvements à quartz et un oscillateur à quartz peuvent être réglés et régulés avec précision. Dans une montre mécanique, cela se fait par des vis de balancier ou en modifiant la longueur du spiral. Mais il existe aussi un moyen d'ajuster légèrement un oscillateur à quartz. Oui, il faut rappeler que la compensation de température existait déjà dans les années 70. Donc la compensation de température n'est pas nouvelle et nous l'avons réalisée de différentes manières dans l'entreprise et vous savez, chez Grand Seiko de façon indépendante, mais aussi chez Seiko. Dans l'histoire du développement du quartz, il y a eu tellement de percées incroyables, mais la compensation de température de nos jours, vous savez, c'est un élément clé. Je veux dire, 1993, ça fait plus de 30 ans que le calibre 9F existe et il n'y a pas eu de véritable changement. Donc, je pense que vous savez, c'est en fait un point important pour un mouvement à quartz. Vous savez, c'est en quelque sorte un objet technologique, mais en même temps, elle a résisté à l'épreuve du temps, ce que la technologie ne fait généralement pas. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très spécial avec le 9F à cet égard. Mais quand il s'agit de la facilité d'entretien à long terme, encore une fois, j'insiste toujours sur la longévité du 9F, cet interrupteur de régulation, cette capacité à ajuster la précision. Après des années d'utilisation, si vous le transmettez à la génération suivante, il peut ne plus être dans la tolérance de 10 secondes par an. C'est 11 secondes, vous savez, de précision par an. Et ça vous rend fou, non? Envoyez-le au centre de service, il l'ajuste et il redevient parfait. Vous savez, il est à nouveau dans la plage de tolérance.
C'est un processus très simple. Et vous savez, c'est ça la beauté de ce 9F, c'est qu'il est facile à entretenir. Donc une autre chose que j'ai remarqué quand nous étions à Shinshu, en regardant l'assemblage du 9F, c'est que cela suivait davantage un processus d'assemblage de montres mécaniques qu'un processus d'assemblage de montres à quartz. Je pense que cela tenait au fait que Studio, ils installaient un spiral dans une montre à quartz. En observant ces mouvements, qui sont des calibres métalliques, on voit qu'ils sont aussi magnifiques. Je veux dire, je pense que ce sont en fait de très beaux mouvements pour la gamme de prix dans laquelle ils se situent. Alors parlons peut-être de cette idée selon laquelle ces mouvements sont conçus un peu plus pour la longévité. Parce qu'il semble qu'il y ait toute une différence entre la façon dont un calibre 9F va être construit pour durer sur le long terme par rapport à beaucoup d'autres calibres à quartz. Oui, non, je savais que tu allais parler du ressort, c'est évident. Mais quand tu regardes le 9F comme tu l'as mentionné, il est fait de métal. C'est un mouvement en laiton. Il est magnifiquement fini. Donc, tous les ponts, ce qui crée une sorte de compartimentage. Donc, tu as par exemple ton circuit intégré qui se trouve sous ce pont inférieur. Le pont supérieur, c'est là où se trouvent tes mécanismes de remontoir, tes leviers de commande. Et puis, le panneau du milieu ici est une caractéristique très spéciale. C'est notre cabine de protection. Donc, c'est là que se trouve le train d'engrenage et aussi ce petit spiral magique. Donc, évidemment, il utilise un spiral, mais pas pour son usage habituel en horlogerie. Le spiral sert plutôt à absorber le jeu. Le spiral est fixé à un engrenage situé à l'extrémité du train d'engrenage. Nous appelons cela le mécanisme d'auto-ajustement du jeu. Dans une montre à quartz, la trotteuse saute d'une seconde à l'autre, ce qui crée souvent un léger jeu. Lorsqu'elle s'arrête sur l'index, elle bouge un peu et peut rester légèrement décalée. Donc, nos ingénieurs ont eu l'idée brillante d'utiliser un spiral, mais pas de façon conventionnelle, pour absorber le jeu dans le train d'engrenage. Donc, lorsque la trotteuse saute, elle s'arrête de façon nette et précisément sur l'index. Et c'est une caractéristique unique que vous trouverez dans cette structure de protection. Mais la structure de protection elle-même est en fait une construction, n'est-ce pas? Donc, vous avez la platine principale, vous avez un pont intermédiaire, puis vous avez le pont supérieur. Et pris en sandwich entre les deux, il y a le train de rouage et il y a essentiellement des parois qui empêchent la poussière de pénétrer lorsque vous changez la pile, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, ce n'est pas toujours fait dans un environnement sans poussière. Nous voulions éviter que la moindre poussière pénètre dans le train de rouage, car à long terme, cela pourrait causer des problèmes. Donc, cette construction aide également de façon significative à améliorer la longévité du mouvement. Jordan, la prochaine question porte sur la facilité d'entretien. Avec 3 ans d'autonomie pour la pile, comment se passe le processus quand une montre 9F est renvoyée? Quels aspects de la construction faut-il prendre en compte sur le long terme? Oui, je veux dire, donc l'idée est de créer un mouvement aussi durable que possible et d'aider à conserver, disons, la lubrification. Vous savez, il s'agit d'un mouvement à quartz à 9 rubis. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des rubis dans les mouvements à quartz, mais dans ce cas, il y en a 9. Ce n'est pas une coïncidence si c'est 9F, vous savez, 9 rubis. C'est une coïncidence. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez juste ici, vous verrez ce rubis qui ressemble à ce que tout le monde, je pense, connaît sous le nom de diachoc. Oui, mais nous appelons cela diafix. Donc, ce ressort en forme de fer à cheval maintient en fait un rubis de contre-pivot qui fonctionne avec une pierre percée pour retenir le lubrifiant du rotor pour le moteur pas à pas. Donc c'est ça qui va entraîner les aiguilles en gros, n'est-ce pas? Exactement. Donc cela permet de contrôler et de répartir le lubrifiant sur une longue période. Et oui, c'est ça. Donc on a parlé de la construction du bouclier de protection et Diafix ne fait qu'ajouter à cette longévité et durabilité accrue. Pour des choses simples comme l'entretien de ce mouvement ou, disons, si vous avez besoin de changer la pile. Vous l'envoyez, vous savez, je recommande toujours de l'envoyer au centre de service. Au moins, vous savez que les joints sont inspectés, que tout est testé sous pression et ce genre de choses. Mais la pile elle-même est en fait assez facile à changer. Je veux dire, vous pouvez voir qu'elle est juste au-dessus. Il suffit de la retirer et d'en mettre une nouvelle. Cependant, dans un centre de service, nous pouvons en fait tester sur une machine propre à la marque pour garantir que la précision reste dans sa plage garantie. Et sinon, nous avons aussi la possibilité d'ajuster là. Petit interrupteur de régulation ici. Il modifie le courant électrique envoyé à l'oscillateur à quartz. C'est comme ça que ça fonctionne?
Essentiellement, oui. Je veux dire, en appliquant différentes, disons, une variation du courant, on peut légèrement modifier la fréquence. Tu sais, c'est toujours cette base de 32 768. Mais tu peux légèrement modifier sa fréquence. Intéressant, d'accord. Joe, ce mouvement est impressionnant. Comment nommes-tu ces traitements de surface? Je veux dire, tu as par exemple la finition rayée, mais il y a beaucoup de détails ici que tu ne verras normalement jamais dans une montre à quartz. Ouais, donc évidemment, c'est fait en métal, comme on le dit, mais tu sais, le motif rayé, c'est simplement des rayures, un peu comme ce qu'on fait sur le calibre 9R65, par exemple, tu vois, avec un procédé de découpe pour créer les rayures, et on a du chanfreinage tout autour des ponts. Donc, tu vois, l'esthétique, c'est un angle de 45 degrés polymiroir. Je veux dire, l'esthétique est absolument magnifique, surtout quand tu considères que c'est du quartz et à ce prix-là. Il y a beaucoup d'atouts à tous les niveaux. Et ensuite, passons peut-être à parler un peu plus de l'apparence extérieure de la montre pendant qu'on parle du 9F et un peu plus des calibres. Mais c'est aussi là que nous pouvons aborder certaines de ces idées, comme le double saut de la trotteuse, le changement de date instantané. Et donne-nous peut-être une idée maintenant avec le 9F comme calibre et les différentes montres qui vont l'accueillir parce qu'il y a eu beaucoup de changements récemment. Donc, par où commencerais-tu si tu voulais t'intéresser au 9F? Donc, tu sais, pour le 9F, on commence avec des modèles comme la SPGX 261 ou la 263. Elles sont des références depuis que la marque s'est internationalisée en 2010. La SPGX 261, la 263 en ce moment, vont être à 2700. Et tu sais, c'est le point d'entrée chez Grand Seiko. Et tu as un boîtier Poly Zaratsu, tu as un bracelet brossé en 3 parties et un boîtier de 37 mm qui était notre taille la plus compacte pendant un bon moment à cause de la taille du calibre lui-même. Le 9F62, c'est ce qu'on utilise dans ce modèle particulier avec la date. La taille s'explique car, par exemple, le Spring Drive issu de la même usine compte généralement bien plus de 250 composants pour un mouvement automatique. Ce mouvement compte plus de 130 composants, mais c'est quand même plus que la plupart des automatiques. Oui, donc c'est vraiment surprenant pour moi. Tout est assemblé à la main et monté avec soin et amour dans le même atelier, au studio horloger de Shinshu. Vous savez, il y a ce niveau de soin incroyable, mais on peut aussi obtenir une taille beaucoup plus compacte avec ce mouvement. Donc, nous avons le 9F62 qui possède l'affichage de la date que vous voyez ici. Nous produisons aussi le 9F61 sans date. Mais je pense que la date est l'une des meilleures fonctionnalités. C'est une date instantanée, comme vous l'avez mentionné. C'est pourquoi vous ne voyez pas cela sur les montres à quartz. Est-ce simplement le couple? Il n'y a pas assez de couple disponible et pas assez d'énergie pour pouvoir faire avancer cela? Est-ce que c'est généralement le principal défi? Exactement. Avec le 9F, nous voulions utiliser de grandes aiguilles imposantes, comme sur toutes les grandes Seiko. Elles doivent être de style Dauphiné, vous savez, des aiguilles taillées en diamant, très onduleuses. Nous ne pouvons utiliser que du métal, pas de plastique ni d'autres matériaux. Le laiton est notre choix principal et la trotteuse est habituellement en acier. Et donc, vous savez, ça la rend lourde. Comparé à beaucoup de montres à quartz, notre trotteuse en acier, que vous verrez sur celle-ci, est environ 3 fois plus lourde. Donc oui, c'est conséquent et il faut du couple. Le couple dans les montres à quartz explique pourquoi on n'utilise pas de grandes aiguilles lourdes. Mais avec le 9F, évidemment, nous avons trouvé une solution à cela. Nous appelons cela notre moteur à double impulsion. Au lieu de passer d'une seconde à l'autre, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de l'expression « une seconde » quand nous avons lancé le quartz? En fait, cela bouge 2 fois par seconde, mais l'étape intermédiaire est si rapide qu'on ne la voit qu'au ralenti. Comment cela améliore-t-il l'utilisation de l'énergie? Simplement parce que vous n'avez pas à utiliser de couple pour tout faire avancer d'un coup. Vous faites une étape intermédiaire qui vous aide dans ce processus. Exactement, oui. Ça réduit un peu la consommation d'énergie, mais on parle de presque 2 fois le couple d'une montre à quartz classique. Donc, théoriquement, ça devrait consommer la batterie beaucoup plus rapidement, n'est-ce pas? Donc, au lieu de 3 ans, peut-être que ça serait 1 an et demi, n'est-ce pas? C'est difficile, mais nous devions optimiser l'efficacité énergétique, car, comme mentionné plus tôt, elle mesure la température 540 fois par jour. Il se passe beaucoup de choses. Donc, nous devons pouvoir réduire la consommation d'énergie autant que possible à tous les niveaux afin d'assurer une grande efficacité. Donc, grâce à ce moteur à double pas et à l'action à 2 impulsions de la trotteuse qui augmente le couple, nous pouvons aussi utiliser une date instantanée à entraînement mécanique.
cela se produit en un clin d'œil. Il n'y a pas vraiment de décalage progressif qui va se produire sur plusieurs heures, comme vous pouvez le voir sur beaucoup d'autres montres. Je veux dire, il y en a encore, oui, donc il y en a toujours. Mais c'est une question de minutes plutôt que d'heures, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, le saut se produit très rapidement, mais l'engagement du levier à ressort agit tout de même sur un certain laps de temps. Cependant, ce ne sont pas les mêmes limitations qu'avec une date à changement lent en termes de réglage, etc. Et cela gardera probablement aussi la date bien cadrée. Parce que l'un des défis également, si vous avez un changement vraiment long et progressif à ce moment-là, vous pourriez voir les chiffres être coupés de façon assez vilaine. Ouais. Très vrai, très vrai. Mais nous voulions assurer une grande lisibilité sur tous les formats de cette montre. Et encore une fois, c'est l'ingénierie du mouvement qui a permis cela. Et puis quelques autres collections aussi. Donc ici, nous regardons ces points d'entrée vers le 9F et vraiment la marque Grand Seiko. Et puis il y a aussi quelques autres segments pour différents calibres 9F et différents types de complications. Mais nous regardons un nouvel ajout à la famille, en plus de la version Snowflake du 9F qui est le 355. Donc maintenant, il s'agit du 357. Voilà, c'est ça. Je savais que tu le savais. Tu aurais pu deviner. Je comprends. Les références Grand Seiko sont parfois imprévisibles. Oui, non, il y a quelques anomalies, on va dire. Mais oui, donc maintenant, tu sais, on a la 355 depuis quelques temps, et la 357 est une interprétation, tu sais, puis que je vais... Ce qui est surnommé le cadran Skyflake, maintenant en 37 mm, aussi en titane, comme la 355, la Snowflake, à cadran blanc en quartz. Maintenant, il existe une version avec cadran bleu, mais le boîtier et le bracelet restent identiques. C'est donc la même montre avec un nouveau cadran, ce qui me paraît parfait. Et je veux dire, la texture, en plus de cet aspect un peu vieilli de ce bleu ciel, c'est vraiment, je pense, l'un des plus beaux cadrans qu'on puisse avoir. Parce que la texture n'est pas quelque chose qu'on associe généralement au 9F, pas de la même manière que dans le haut de la gamme de la marque. Yes, bien sûr, oui. Donc c'est une opportunité unique. Vous dépensez un peu plus, mais le principe reste le même, avec le changement immédiat de date. Mais vous savez que vous avez le titane, donc bien sûr, cela va augmenter le coût. Nous avons aussi un bracelet à 5 maillons sur ce modèle, ce qui va également augmenter un peu le prix. Compris, oui. Et puis, vous savez, le procédé de fabrication du cadran. Au final, ça coûte un peu plus cher, mais cela reste un rapport qualité-prix incroyable. Et vous savez, je pense que tout le monde aime l'inspiration tirée de la nature et les textures de Grand Seiko. Je pense aussi que si vous cherchez de l'acier et de la simplicité, notre finition soleillée est exceptionnelle. Il existe aussi une option laqué noir sur la SPGX 261. Nous avons aussi la 6-3 couleur champagne argenté avec un cadran aussi complexe à fabriquer. Et maintenant, nous avons également introduit, en même temps que cette Snowflake bleue ou le Skyflake, le modèle 37 mm avec une finition soleillée bleue. Donc, ce modèle bleu de 37 mm, c'est quelque chose qui existe en fait sur le marché intérieur japonais depuis l'introduction des autres modèles. Cependant, il n'était pas vendu à l'échelle mondiale. Et maintenant, ce modèle sera disponible au niveau mondial. Et puis, entre ces deux collections, il y a une autre collection, la série SBGP. C'est la 013, et elle aura un boîtier de 40 mm. Oui, donc la série SBGP possède le mouvement 9F85, donc c'est un calibre de diamètre un peu plus grand. En même temps, elle possède aussi une aiguille des heures réglable indépendamment. Donc, vous pouvez régler rapidement l'heure par saut lorsque vous voyagez sans avoir la fonction GMT. De la même manière, nous avons le 9F86, qui est la version GMT. C'est aussi, je pense, un domaine très intéressant pour les passionnés de Grand Seiko et tous les amateurs de montres GMT. Vous avez le réglage indépendant de l'aiguille des heures locales, donc ce sera quelque chose comme la SBGN 027. C'est un modèle très apprécié des fans. Oui, une excellente montre de sport. Vous savez, j'ai la lunette gravée et vous savez, c'est vraiment agréable d'avoir une montre multi-fuseau horaire. Je voyage beaucoup, comme vous le savez, donc je trouve ça très pratique. Mais je pense qu'avec le 9F, la taille, le style, tout cela forme une combinaison gagnante. Et puis, il y a simplement le côté pratique de cette précision. Il fonctionne pendant 3 ans, pas seulement avec une réserve de marge de 3 jours. C'est très pratique. Et je pense que c'est pour ça que c'est le choix parfait. Vous savez, le 9F est le choix parfait pour Grand Seiko. Vous savez, nous avons la mécanique, qui fait partie de notre histoire et de notre tradition. Nous avons le Spring Drive, qui est une innovation vraiment unique. Et puis nous avons le quartz, parce que Grand Seiko a été créé pour être la montre pratique ultime. Rien n'est plus pratique. Toujours précis, fonctionne presque toujours,
Vous pouvez l'emporter et régler vos autres montres avec. Beaucoup de nos clients font ainsi. Oui. Je vous ai vu le faire récemment. Oui. Donc, vous savez, c'est vraiment incroyable. Vous savez, les avantages du 9F, mais je pense qu'il y a beaucoup à offrir dans ces mouvements et dans ces modèles, surtout en fonction de la taille. Oui, et pour moi, je suis quelqu'un qui aime les montres mécaniques, à cause de l'idée qu'elles représentent l'antithèse des objets jetables. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais le 9F consiste essentiellement à reprendre le côté très rationnel et pratique de tout ce qu'apporte le quartz, avec sa précision, sa durabilité. Mais ensuite, il y a ce savoir-faire artisanal qui vient s'ajouter à cela. Et je pense que les deux se combinent parfaitement. Et je trouve ça fantastique. C'est pourquoi cela plaît à de nombreuses personnes, surtout celles qui apprécient Grand Seiko et comprennent ses idées. Une idée reçue dans l'industrie associe le quartz au bon marché. Pourtant, nous prouvons que ce n'est pas le cas et que c'est une technologie exceptionnelle dont on peut être fier. Merci Joe. Comme je l'ai dit, nous n'avions pas encore discuté du 9F, donc je suis ravi de le faire. J'apprécie vraiment que tu aies détaillé tout ce que le 9F propose. Vous savez, c'est un plaisir. Merci, monsieur. Très bien. Merci, Dave.